Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Je suis ce soir dans une superbe yourte à Thrums et je rencontre Jocelyne Laporte qui est connue ici dans la région. Thrums, c'est un petit village dans la région des Kootenays, près de Nelson. Et Jocelyne est connue ici dans la région comme Mamou. Elle s'occupe des enfants, elle a un superbe jardin, elle a choisi de vivre dans une maison ronde parce que, comme elle dit, la vie est un cercle complet. Et elle va nous raconter un peu son parcours de francophone assez atypique et qui s'est promené beaucoup, en fait. Donc, bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé, tous ces endroits où tu es allé, en gros? Certainement. Moi, je suis née à Montréal et jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai fait les écoles et à l'âge de 17 ans, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis et je suis parti en motocyclette comme ça et je suis allé en Californie et je suis jamais revenu au Québec. Et là, j'ai rencontré mon mari et après ça, c'était le mariage et les enfants. Et j'ai vécu ma vie 40 ans aux États-Unis. Et j'ai élevé mes enfants assis à l'ancienne, sans électricité, sans eau, à un poêle à bois, avec un jardin. Et après plusieurs années, j'ai déménagé dans l'Oregon. Je suis allé dans le nord, un peu des États-Unis, en sachant que c'était pas loin du Canada. Et plusieurs personnes m'ont demandé, mais tu ne retournes pas vraiment chez toi au Québec? Mais moi, je savais que la Colombie-Britannique, c'était pour moi. Donc, de l'Oregon, je suis parti il y a 10 ans et je suis revenu pour retrouver mes racines ici et j'ai trouvé des merveilleuses racines. C'est vraiment une vie complète. Il y a beaucoup de Québécois ici dans les Kootenays. On s'entend très bien et toutes mes racines se sont réveillées. Et c'est pour ça que je suis devenue de toute façon mamou et je continue la langue française avec les enfants. Pas pour que la langue continue dans les Kootenays. Pourquoi est-ce que tu as quitté le Québec? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de partir? Le goût de l'aventure en premier. J'étais jeune et je voulais explorer. J'ai toujours aimé voyager. Donc ça a commencé déjà tôt. Mais c'était surtout que j'avais beaucoup de problèmes à m'assimiler au Québec. Il y avait tellement de choses qui se passaient avec le séparatisme et les Anglais et les Français, les Québécois qui voulaient devenir indépendants, les votes qui marchaient jamais, puis il y avait beaucoup de violence. Puis en fait, mon frère était dans le FLQ et il a été obligé de faire 3 ans de prison. Et quand j'étais jeune, vers l'âge de 12 ans, je dirais jusqu'à 15 ans, on allait le voir en prison. Puis ça m'a vraiment marqué. Et peux-tu nous parler un peu du FLQ? On parle de quelle année en ce moment? On parle de, moi je dirais, de 1965 jusqu'en 72 avant que je parte. Puis c'était très vivant au Québec, puis ils trouvaient des moyens pour devenir indépendant, le Québec, et ils utilisaient la violence. Et moi, je suis né comme sous une étoile d'amour. Alors, j'étais contre ça. Je comprenais pas pourquoi mon frère était en prison, puis pourquoi il avait fait un acte de violence, et que la politique, c'était pas si important. Il fallait s'entendre dans le monde, même à l'âge de 17 ans. Et quand j'allais dans le métro, les Anglais nous donnaient pas le siège. On voyait qu'il y avait du mauvais jus entre les Anglais et les Français. Et pourtant, on était à Montréal, que tout était bien mélangé. Mais c'était pas facile ces années-là. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi je suis parti. Il y avait trop de violence, pas assez d'amour. Et moi, je suis parti dans le pays de la Californie où tout était amour et paix dans ces années-là. Si on était dans les 60, 70, tout était beau là-bas. Sur la plage, le gros soleil. La vie a complètement changé après. Et je suis jamais retourné au Québec. Je suis retourné à tous les 10 ans pour voir ma famille.
Alors, pendant combien d'années vous avez vécu aux États-Unis 40 ans. et dans plusieurs États, si j'ai bien compris? Oui, on voyageait beaucoup, mais surtout, j'ai élevé mes enfants au Nouveau-Mexique, qui était à la frontière du Mexique, et ma famille au Québec pensait que je vivais au Mexique. Ils n'avaient aucune idée du Nouveau-Mexique aux États-Unis. On a toujours vécu dans les montagnes, toujours une vie de pleine de santé et naturelle, de base. Et puis après, j'ai déménagé en Oregon, mais j'ai vécu en fait dans 30 États, ici et là, avec le travail de mon mari. Mais une fois que je suis parti du Nouveau-Mexique, en 96, je suis arrivé en Oregon et j'ai demeuré là 10 ans, jusqu'en 2006. Et me voilà déjà 10 ans ici, en 2016. Et ça, c'est les meilleures années jusqu'à date, c'était de revenir au Canada et de trouver les Québécois ou les gens qui parlent français. Et comment se portait le français aux États-Unis? Est-ce que vos enfants parlaient français? Ça, c'est un des seuls regrets. Ils ont appris le français à l'école, mais ils ont choisi l'espagnol parce que c'était plus fort aux États-Unis. Et donc, ils ont appris à lire, à écrire, mais ils n'ont jamais laissé la langue se pratiquer. Donc, ils sont très américaines, mes enfants, sont très anglaises, mais ils connaissent l'espagnol, puis ils comprennent le français, mais ils ne parlent pas. Et ton mari, il était de quelle nationalité? Lui, il était de l'Ohio. Il était un mélange, là, mais il avait, je pense, des origines écossaises et écossaises et irlandaises, mais très américain, anglais. Donc la langue à la maison, c'était vraiment l'anglais. Oui, à la maison, c'était comme ça. Et à partir de quand c'est revenu cet attachement-là à la langue française? Mais moi, ça a été mis de côté à un moment donné et c'est revenu, ou ça a toujours été là, mais un peu en sourdine? Non, parce que moi, mes racines étaient tellement fortes, même aux États-Unis. J'étais différente des Américains, même en devenant américaine, que j'ai parti une table française dans le Nouveau-Mexique et c'est de là que j'ai continué à pratiquer mon français. À toutes les semaines, on se rencontrait, des gens à travers le monde qui parlaient français. Et on faisait ça dans les maisons. Et j'ai fait ça et j'en rencontrais beaucoup de personnes. À chaque fois, c'était des nouvelles personnes. Et en Oregon, je suis arrivé là, j'ai fait la même chose, une petite annonce dans le journal, et voilà. Les gens français se réveillent et s'en rencontrent, on rit, on prend un coup de vin, on mange et on fait des blagues et on raconte nos histoires. Et même les gens ici étaient très surpris comment j'avais pas perdu ma langue. Mais c'est parce que je continuais à pratiquer moi-même. Et je lisais beaucoup, beaucoup de musique française. Moi, je continuais dans mon propre monde. Même si je vivais en anglais, j'avais mes moments à moi que j'enrichissais ma langue. Donc, je pense que c'était très ancré en moi, que j'étais pas supposée de perdre ma langue non plus. Parce que j'adore être québécoise. Même si j'avais tout renié pendant 40 ans, j'adore ça. Et j'adore les Québécois, leur chaleur, oui, je sais, je peux pas expliquer. C'est vraiment spécial, les Québécois. Puis leur esprit vivant. C'est leur esprit, leur manière de penser, leur détermination. Je trouve ça extraordinaire. J'en suis vraiment fier de ma race, à moi. Dans combien d'États est-ce que tu as fait ça, des tables françaises? Dans combien En fait, juste au Nouveau-Mexique, parce que là, c'était permanent. Et en Oregon, c'était pas. Les autres États, c'est parce qu'on voyageait. À tous les 3 mois, on changeait. Donc, j'avais pas le temps. Les enfants étaient tout petits. Je connectais pas. Mais, aussitôt que, quand on revenait et on s'est établi pour plusieurs années au Nouveau-Mexique et que le voyagement était terminé, les enfants devaient aller à l'école. Donc, là, j'ai commencé à faire des tables françaises. Et à partir de quand ça s'est dessiné vraiment le projet de la Colombie-Britannique? Comment ça s'est passé? C'était quoi le rêve de la Colombie-Britannique pour toi? Mais moi, j'ai découvert, mais à partir de 50 ans, j'en avais vraiment assez de travailler et de payer les comptes et de faire la vie banale. Puis là, j'ai commencé à découvrir les yurts et là, c'était ma solution.
Et je savais que je demeurais sur la 97 en Oregon. Et par miracle, ou par magie, je dirais, qu'il y a un type de Kelowna qui est arrivé à mon hôtel où je travaillais. Puis il m'a demandé simplement, Jocelyne, qu'est-ce que tu fais ici? En français. J'ai dit, ah, c'est une bonne question, je ne sais pas. J'essaye de vendre ma maison, puis j'essaye de déménager au Canada. Ah bon? Et il dit, viens à Kelowna, viens me voir. Et là, dans 2 mois, je suis allé le voir. De l'Oregon, j'ai monté à Kelowna et il m'a introduit à 25 Québécois parce qu'ils ont une très grosse association à Kelowna de 25 000, je crois. Alors, tout de suite, je savais que c'était pour moi. J'étais ancré. Et Mario, je l'appelle mon ange gardien. Donc, en dedans de 1 an, j'ai vendu ma maison comme ça et je suis arrivé tout à fait comme ça à Kelowna. Et c'est lui qui m'a suggéré avec ma yourte que j'appartenais dans les Kootenays. Et c'était comme un homme sage, Mario. Il me connaissait sans me connaître et on était devenus très près. Et alors, il dit, toi, avec ta caravane, ta yourte et tes idées, t'appartiens dans les Kootenays, pas à Kelowna. Ah bon, et je l'ai écouté, et je suis arrivé dans les Kootenays, et tout s'est bien passé. D'ailleurs, quand Lynn m'a suggéré ton nom, elle a dit « Jocelyne, c'est le symbole des Kootenays. » C'est gentil, hein? Tu peux pas ne pas la rencontrer. Ah bon, c'est un très beau compliment. Pour ça que moi, je suis surprise. Les gens, oui, ils me respectent beaucoup. Puis moi, je me sens tellement bien ici. Je suis vraiment arrivée à ma place. Je voudrais pas vivre nulle part ailleurs, sur la terre entière. Je peux beaucoup voyager. J'ai beaucoup voyagé, mais c'est ici que je suis heureuse. Puis c'est prouvé à moi, les connexions, tout arrive bien, la magie tous les jours, l'abondance, tout est beau. J'aime ça ici. C'est très beau. Qu'est-ce qui est spécial dans les Kootenays par rapport à d'autres régions? C'est l'énergie. L'énergie positive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fait soleil, les gens te regardent dans les yeux et sourient. Ils ont une bonne attitude, ils sont très verts, en voulant dire très jardiniers, très organiques, très biologiques. Et puis c'est avec ça que j'ai connecté. Parce que moi, mon but, c'était de faire ma retraite dans une yourte avec un jardin. C'est tout ce que je voulais. C'était très simple. Et c'est pour ça que je fais ça maintenant. Et c'est ça que je voulais. Et c'est arrivé. Et pourquoi tu as choisi Trumps? Mais ça, c'était pas le premier choix. Mais j'ai regardé pendant 5 années. Je vivais dans une caravane avec un chien, toute seule. Et j'ai regardé plusieurs places. J'ai demandé, fait beaucoup d'annonces. Et pendant 5 ans, les gens regardaient plutôt à un revenu. Ils me regardaient pas comme une personne. Donc, ils essayaient de m'installer. Moi, je cherchais un terrain à louer parce que je n'avais pas les moyens financiers d'acheter un terrain. En plus, c'est 50% de dépôt sur un terrain. Donc, j'avais assez juste de sous pour la yourte et l'installer. Donc, après plusieurs années, je me suis aperçu que les gens, ils voulaient me placer n'importe où. Sans eau, sans électricité. C'était juste pour faire un revenu sur leur terrain. Alors là, je me suis réveillé. J'ai attendu. La patience encore, c'est la mère de toutes les vertus qu'on dit, la patience. Et à un moment donné, j'ai fait une annonce, je continuais mes annonces, j'en parlais à plusieurs personnes, et ça me prenait un terrain plat avec des belles montagnes. Et j'ai trouvé ce bonhomme russe qui m'a approché, qui m'a appelé, il dit « Qu'est-ce que tu veux faire avec mon terrain? » Je dis « Moi, je veux installer une yourte et faire un jardin. » Il dit « OK. » Et ça a pris encore 6 mois avant que moi, je décide que ça soit un bon contrat, que ça soit bien. Et voilà. C'est pas le premier choix. J'aurais aimé mieux aller dans la vallée ou un peu plus près de Nelson. Mais les terrains sont pas tout à fait plats. C'est plus difficile en hiver. Il n'y a aucune façon de se rendre là. Quelquefois dans les montagnes en hiver. C'est trop de travail rendu à mon âge. Moi, je voulais Puis en fait, la clé de tout ça, c'est que de vivre dans une neutre, ça représente la simplicité de la vie. C'est très simple. Et c'est ça que je cherchais, c'est la simplicité de la vie. Donc, j'avais pas besoin de faire beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour survivre. Je disais aux gens, je n'ai plus 20 ans.
J'ai 60 ans, j'ai besoin d'un peu de luxe. J'ai besoin d'un terrain plat, que c'est facile à rentrer, à sortir, qu'on est bien chez nous. Donc, c'est comme ça, c'est arrivé que finalement, j'ai rencontré ce bonhomme et il m'a dit oui. Et moi, j'ai dit oui. Et je me suis installée comme ça. Il faut dire que le luxe, selon Jocelyne, ça implique quand même de bûcher, de couper son bois à tous les jours. Oui. C'est quand même pas une vie facile. C'est pas la vie facile. Non. Mais ça tient en forme. C'est ça la clé. Ça tient en forme. Puis moi, je suis contente que je peux encore bûcher. Mais non, c'est la simplicité du jardin, la simplicité de la vie, qu'il n'y a rien de compliqué. Puis c'est surtout le coût financier de vivre comme ça. J'ai presque pas besoin de beaucoup de sous par année parce que le loyer est très bas, l'électricité est très basse. Moi, j'aime mieux les chandelles que des lumières. Et le coût de la nourriture, tu as le jardin et tu fais des échanges. On appelle ça du troc. On fait beaucoup d'échanges avec nos nourritures. Et non, c'est très abondant ici et c'est ça la simplicité. C'est de ne pas avoir une grosse retraite et d'avoir beaucoup de stress. C'est de se débarrasser du stress. À partir de 50 ans, tu as fait ta vie. C'est le temps de relaxer et d'avoir du plaisir dans la vie. Et c'est ça que j'accomplis. Et de tous les jours, mon état d'être heureuse a grandi. Je me réveille tous les jours encore plus contente. Donc, j'aime beaucoup ma vie, moi, ici. Et est-ce qu'il y a eu des défis pour arriver à cette vie-là? Oui, beaucoup de blocs. Beaucoup... oui, surtout pas trouver un terrain où que les gens t'offrent à l'ombre sur une grosse côte à pic, que c'est pas passable l'hiver. Ça me dérangeait un peu. Voyons, vous voyez là qui je suis. Mais les gens me connaissaient pas, je viens d'arriver. Alors, j'attendais. Les défis, oui, financiers, que j'étais un peu frustré que je ne pouvais pas m'acheter mon propre terrain, mais c'est la vie. Tu continues. Et c'est surtout que j'ai pratiqué de la patience et la croyance que ça va venir. Et même que il y a des gens qui sont très sages qui m'ont dit, mais tu sais, Jocelyne, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et quand j'ai compris cette partie-là, là, j'ai moins stressé. Et là, c'est arrivé comme ça. Et justement, j'ai fait un bon contact, puis je dis, ben, ça fait 5 ans, c'est le temps. Et ma fille m'a dit, oui, fais-le, maman, arrête, là, fais-le. Arrête d'essayer de trouver le terrain parfait ou que c'est idéal. C'est bien ici. Et moi, je suis très contente de mon terrain. Moi, je suis fière, très fière. Et je suis arrivée, c'était tout à fait accru, là. C'était des grosses herbes. Il fallait tout débaucher ici. Il n'y avait jamais eu personne sur ce terrain-là depuis 50 ans. Donc, les mauvaises herbes étaient de 6 pieds de haut. On commençait accru. Il n'y avait aucune électricité, aucune eau. Mais le propriétaire m'a aidé un peu, il m'a encouragé et j'avais un partenaire. Donc, puis j'avais beaucoup d'amis qui étaient très intéressés à la yourte. Donc, comme magie, les personnes sont arrivées, ils m'ont tous aidé et c'est arrivé très facilement. Mais les défis n'étaient pas faciles. Et quand tu es arrivé dans la région ici, est-ce que tu t'es tout de suite joint à la communauté francophone? Mais, justement, je suis arrivée ici toute seule avec un chien, dans une caravane. J'ai été stationnée dans une maison, chez une dame, que je prenais l'électricité et je l'aidais, puis elle ne chargeait pas beaucoup. Mais tout de suite, je suis allée à l'Association des francophones des Kootenays. Et avec ma personnalité et surtout ma joie d'être rentrée au Canada, là, je trouve l'AFCO, qui est plein de Canadiens français, et ils m'ont engagé comme bibliobus. Et moi, c'est moi qui faisais la tournée comme toi. Je faisais tous les Kootenays avec mes petits livres, mes cassettes, mes films. Et là, on faisait des potlucks, c'est tous des Français. Et je faisais la grosse tournée, 1 semaine par mois. Ils me payaient. Puis là, c'était comme un rêve. Puis là, j'ai tout rencontré mes amis comme ça.
je me suis fait des vraiment bons amis pendant 3 ans. Et après 3 ans, ben, ça a l'air que le gouvernement a cassé les À couper le budget. il a coupé le budget, donc il fallait être volontaire et là je pouvais plus. Moi j'étais trop occupé avec trouver un terrain et tout ça. Mais c'était un travail idéal. J'étais absolument pleine de joie de partager. Puis c'était comme une mission qui m'avait donné le ciel, que toi, tu vas aller partager la langue française dans la campagne. Et là, tu arrives, puis les potlucks arrivent, le monde voulait les livres. Ah, Jocelyne! Il était content de me voir, ça marchait vraiment bien. Et ça existe encore, le bibliobus, mais c'est un membre de l'AFCO qui le fait gratuitement. Ou c'est Lynn, quelquefois. Là, il y a des gens qui le font. Mais ça, c'était vraiment un réveil québécois ou français. J'imagine que la bibliobus, ça devient comme un club de lecture en même temps parce que les gens doivent finir par lire un peu les mêmes livres. Oui, oui. Donc, ça part des livres qu'ils ont lus, puis... Oui, mais c'est parce que les gens sont tellement loin de chacun. Tu t'es aperçu, ben là, tu viens d'arriver dans les Kootenays, toi, Annie, mais c'est loin partout et ça coûte beaucoup d'essence. Et donc, les gens ne se réunissent pas comme, à moins que tu vas à Nelson. Les gens sont concentrés à Nelson, mais ceux qui viennent en campagne, c'est parce qu'ils demeurent loin. Et donc, le bibliobus arrivait, ils se partageaient, puis on discutait des films et des livres, mais un club de livres, non. Mais en fait, à Winlaw, dans la vallée, la prochaine dame que tu vas aller voir, elle appartient à un club de livres, mais en anglais. C'est pas en québécois, donc c'est correct. Mais c'était vraiment une illumination pour moi. C'est comme si j'ai été exposé à tous les gens de la campagne. Puis tout le monde me donnait des idées, et ma yourte, et ci, et ça. Donc c'est ça que j'aime d'écouter. Les gens s'entraident sans aucune hésitation, sans expectation. C'est la bonne énergie. Puis on s'échange l'énergie. Fait que, ben là, tu vas me devoir une petite faveur. Ben oui, c'est certain. Je t'ai amené 3 tomates. C'est bon. C'est comme ça, les Kootenays. C'est vraiment naturel, puis très de base. C'est la bonne... Puis les gens sourient, sont contents. Et tout va bien. C'est parce qu'on vit dans un paradis. À chaque jour, moi, je remercie. C'est comme un paradis ici. C'est tellement beau, les montagnes ici. Donc, je suis très, très heureuse d'être ici. Et puis maintenant que tu ne fais plus le bibliobus, est-ce que tu es encore en contact avec plusieurs francophones? Oh oui, toujours. Je me suis fait des amis, et ça fait déjà plusieurs années que j'ai fait le bibliobus. C'est au début de mon arrivée. Donc, ça fait déjà 7 ans. Non, j'ai gardé mes amis et tout le monde me reconnaît. Ah oui, c'est toi qui faisais le bibliobus. Mais ça m'a vraiment enrichi de faire cette tournée-là. Puis je participe à toutes les activités québécoises. Le sirop d'érable, on a la fête de Noël, on a la Saint-Jean-Baptiste, c'est très important pour nous. Donc le gouvernement nous donne un terrain de camping et on fait du camping ensemble et on chante des chansons québécoises. Et on a une épluchette de blé d'Inde. Donc on continue toutes nos traditions. Puis on est tous en groupe de Français, puis on rencontre toujours des nouvelles personnes, puis des gens qui viennent pas souvent. Et c'est vraiment merveilleux. Il y a beaucoup de... C'est surprenant de voir... Il y a des gens qu'on connaît pas, qui se cachent, qui veulent pas participer, mais c'est vraiment enrichissant de voir tout ça. C'est des jeunes familles, ou c'est de tous les âges, de partout, mais c'est surtout qu'ils viennent du Québec la plupart. Donc, c'est beaucoup des gens, c'était ma prochaine question en fait. Est-ce que c'est des gens de régions en particulier du Québec? Ça, c'est pas facile à répondre parce que, non, ça dépend. C'est les choix que les Québécois font. C'est parce qu'ils sont tellement impressionnés quand ils arrivent ici dans les grosses montagnes. Et ils adorent leur Québec, mais ils arrivent ici, là, puis ils ont une opportunité de changer leur vie, que c'est moins froid ici, que les arbres sont très gros, que tout pousse très bien. Moi, j'ai découvert, je pense, ma théorie à moi, c'est que les Québécois, c'est des fermiers. Ils ont vraiment le nez dans la terre, ils aiment ça
faire pousser des légumes et tout ça. Ils sont aperçus que la saison au Québec était trop courte. Et quand ils arrivent dans l'Ouest, ils veulent pas revenir au Québec. Plusieurs. Mais il y en a plusieurs qui retournent. Mais une fois qu'ils arrivent dans l'Ouest, ils s'installent. Parce qu'ils voient ils vont avoir du succès ici. C'est moins froid. Puis c'est les montagnes. Puis c'est différent. Moi, c'est ça que je pense dans mon cœur, que c'est ça qui est arrivé. Les Québécois qui arrivent ici, là, ils veulent pas retourner. Ils restent. Parce que ça va bien ici. C'est vraiment une différente énergie. Donc, toi, tu as vraiment le sentiment d'avoir trouvé ton chez-toi. Oui, moi, je suis chez moi aussi, parce que plusieurs personnes m'ont dit, même mes amis américains me disent, mais oui, mais t'es pas retourné vraiment chez toi au Québec. Oui, mais je dis, la Colombie-Britannique, c'est aussi près. Puis il y a plein de Québécois. Donc, chez nous, c'est chez nous. Ça peut être au Québec, ça peut être en Colombie-Britannique, mais du moins, tu es entouré de ta langue, de ton naturel, de cette énergie que tu partages avec les autres. On est bien. Quand on se réunit, on est bien. Même toi, Annie, tu vois, juste arrivé ici, c'est comme si je t'avais connu longtemps. Tu vois? Mais on est tellement bien ensemble, les Québécois, que c'est une énergie très spéciale, moi, je pense. Puis on rit, puis on aime le bon vivant, puis voyager, puis on a beaucoup de choses à discuter. Tu sais, on est vraiment ouvert. Pas tout le monde, mais la plupart. Tu vois? Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique et il n'y a pas d'autre place pour moi. C'est chez moi, ici. Comment est-ce que tu entrevois? Est-ce que tu as des rêves, des projets à venir? Ben là, j'ai été justement entraîné dans le yoga du rire, la vie continue et être mamou, c'est à temps partiel. Mais là, j'ai découvert que le rire, c'est la meilleure guérison. Et le monde est trop sérieux. Donc, que ce soit en anglais ou en français, moi, j'aimerais partager le rire. Donc, bientôt, je vais faire mes cartes d'affaires et je vais essayer de faire le marketing. Je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais on se projette pour essayer d'ouvrir ça aux écoles, aux centres âgés, même dans les prisons, de faire rire le monde. Et c'est une raison financière aussi, mais c'est surtout comme toi, une raison de découvrir la province et d'aider le monde à relaxer un peu et rire, et que ça fait moins mal, que c'est pas si sérieux la vie. Donc ça, c'est une nouvelle entreprise que je travaille là-dessus, là, assez sérieux, mais avec le jardin et toutes les autres choses de la vie, mais ça ralentit un peu. Mais là, bientôt, je vais me mettre au sérieux pour rire. C'est ça l'histoire. Je vais me mettre au sérieux pour rire. C'est une belle philosophie de vie. Oui, très belle. Un beau message pour la continuité de la langue. De la langue, du plaisir. Et du plaisir, parce que je pense que le Québec, c'est une culture de plaisir. Oui. Et c'est ce qu'on a apporté le plus. Moi, j'ai toujours senti que c'était ma mission en Colombie-Britannique, c'était d'apporter le plaisir. Ah, c'est bien ça. Oui, donc je pense qu'on a la même... oui, la même idée. Oui. Voilà. C'est important d'avoir du plaisir dans la vie. On n'a pas le temps pour d'autres choses. D'être malheureux, mais il y a des choses qui arrivent dans la vie, mais si on prend ça légèrement et qu'on en rit, les choses vont mieux. Même quand tu es malade, tu ris de ton foie, tu ris de ton orteil qui est coupé, tu ris de tout et ça va mieux parce que tu prends ça légèrement. Et est-ce que ça rit plus fort en français? Bonne question. J'ai aucune idée. Parce que je l'ai pas assez pratiqué. Mais je sais que quand j'ai été entraîné, et ça fait au moins 3 ou 4 fois que je fais le yoga du rire avec une professionnelle, une instructrice. On rit tellement que quand on sort de là, au bout d'une heure ou deux, c'est comme si on marchait sur des nuages. On est tellement heureux. On se sent mieux. Alors c'est pour ça que moi, ça m'a tellement affecté que je dis... Mais là, c'est facile à partager, ça, parce que c'est très contagieux, le rire. Et ça, c'est la meilleure guérison. Que tous les médicaments au monde, oui, tu peux prendre tes médicaments, mais essaye de rire de tout. Que même ta maladie, là, ou que ton mauvais sort, ça va alléger le résultat. Donc, moi, j'y crois beaucoup au yoga du rire. Ça m'excite d'aller faire ça aux États-Unis, que je fasse ça ici. Mais quand tu y penses, tu peux traverser
voyager le monde entier et offrir le yoga du rire. Parce que c'est des exercices de yoga, de respiration, avec des exercices de rire. Et c'est simple. Et là, les gens se sentent beaucoup mieux. Et il y en a qui sont peut-être un peu difficiles parce qu'ils sont trop stressés. Ils trouvent ça un peu fou de rire tant que ça. Mais le point, c'est que c'est contagieux. Et le corps ne reconnaît pas que tu ris faussement ou vraiment. Et en dedans de 10 minutes avec des sessions, tu ris vraiment. C'est ça la magie. Tout le monde commence à rire pour le vrai. C'est pas du semblant, là. Fait que je trouve ça extraordinaire, cette nouvelle entreprise-là. Et moi, je pratique ici dans ma maison. Quand je me fais mal ou quand il arrive quelque chose qui va mal, je ris. Et ça va mieux. Et les choses vont mieux de toute façon en général, avec le sourire. Donc, on peut s'attendre peut-être à voir Jocelyne se promener dans toute la francophonie de la province. Oui. Et on va venir rire avec toi. Oui. Oui, exactement. J'ai bien hâte. Il faut juste avoir le courage et la détermination de partir et de le faire. Comme je dis à plusieurs gens, tu mets la clé dans ta voiture, tu vérifies tout, tu as tout ce qu'il te faut, et là, tu pars. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut le faire. C'est tout. Bon, bravo pour le rire. Et merci, Annie, d'être venue de me visiter comme ça. C'est un vrai plaisir pour moi. Merci d'avoir accepté. Bienvenue, bienvenue. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.